Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour Enquête et débat et cette interview sur votre livre qui vient de sortir donc le 5 janvier qui s'appelle 20 minutes pour la mort, Robert Brasillac, le procès expédié. Voilà, on mettra la couverture bien en visible. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre qui paraît un peu surprenant quand même de votre part? Je vais tout vous raconter parce qu'il est essentiel que je vous narre les péripéties exactes qui ont abouti à ce livre. J'avais été sollicité par les éditions Perrin qui m'avaient suggéré d'écrire un livre qui aurait été fondé sur la comparaison entre certains grands procès anciens et la justice d'aujourd'hui. Et on avait évoqué notamment le procès Brasillac. En dépit d'une grande complicité intellectuelle avec ceux qui s'occupaient de moi, nous ne nous sommes pas entendus sur d'autres sujets. Et donc j'ai décidé de changer d'éditeur et j'ai pu avoir des contacts très fructueux avec la nouvelle direction du Rocher et qui était très séduite par ce projet d'écrire un livre sur Brasillac avec ma subjectivité, si possible en même temps des informations objectives, une réflexion sur la justice d'alors par rapport à celle d'aujourd'hui, peut-être la projection de mon être intime aussi, et donc c'est comme cela que j'ai été amené à écrire ce livre pour Le Rocher. Oui. Alors au moins ça, c'est la narration superficielle qui a abouti à la réalisation du projet. C'est ça, parce que quand on lit le livre, vous avez des questions qui vous passionnent, et là on comprend mieux pourquoi vous avez écrit ce livre, sur la liberté d'expression. Vous parlez aussi de votre père, et la raison pour laquelle il y a un rapport avec Brasillac. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, alors je crois que, contrairement à ce qu'on dit beaucoup depuis que le livre est sorti, le fait que mon père ait été condamné pour intelligence avec l'ennemi de manière pour moi injuste n'a pas été le ressort fondamental de l'écriture de ce livre. Simplement, j'ai voulu, par rapport à cela aussi, mettre au clair ma propre personnalité et m'expliquer à moi-même la raison pour laquelle depuis toujours, aussi bien quand j'écris que lorsque je requiers aux assises, j'ai une sorte de passion, je dirais même de fascination pour les réprouvés, étant entendu que je pense que des réprouvés peuvent être gravement coupables. La plupart du temps aux assises, j'ai des réprouvés, bien sûr, qui sont des exilés par rapport à la norme commune, mais qui sont gravement coupables. Ça a été quelque chose de fondamental, mais pour le reste, ça a été un petit peu, j'ose dire, une sorte d'adieu à ma jeunesse, au fond. Des passions littéraires pour des romantiques suicidaires, Gendrieux-La Rochelle, ou des écrivains qui, comme Brasillac, m'avaient à la fois plu par leur qualité littéraire et séduit dans ma part sombre par évidemment le tragique d'une destinée finie trop tôt et de manière odieuse, quoi. Voilà, mais vous l'expliquez bien, Brasillac était coupable. Ah bien sûr, il était coupable et je suis sûr qu'avec vous, j'aurai des questions très précises là-dessus. Ben justement, alors, sur le procès de Brasillac, vous expliquez bien qu'en fait, l'intelligence avec l'ennemi, il n'y avait pas de fait le prouvant, et donc ça devenait un procès d'opinion. Vous avez raison, mais si vous le permettez, oui. Le livre, vous l'aurez constaté, n'est pas fondé que sur le procès. C'est-à-dire que j'ai cherché très modestement à éclairer la destinée de Brasillac en affirmant des certitudes lorsqu'elles existent et en formulant des intuitions lorsque je n'ai pas la preuve absolue de ce que j'avance, notamment sur probablement les motivations peut-être homosexuelles latentes ou ostensibles qu'il a eues. Je dis ostensibles, même si on n'a jamais eu aucune trace dans sa vie
d'une passion homosexuelle, mais son mode de vie, son rapport au sentiment, une analyse de ses romans permettent de considérer, à mon sens, qu'il y a peut-être là une piste à creuser et qui explique en grande partie que cet être doux, fragile, mièvre parfois dans son univers romanesque, a eu envie de scolter avec la brutalité nazie. C'est une hypothèse. Mais en effet, ensuite, le procès lui-même m'a passionné et j'ai vu, comme vous le dites très bien, que l'acte d'accusation repose théoriquement sur 3 actes, mais tout le reste, tout naturellement, ce sont des écrits qu'il a écrits durant 2 ou 3 ans et qui sont, pour la plupart, parfaitement odieux, qui appellent à la destruction, à la mort des résistants, des gaullistes, des communistes, et bizarrement, il parle, en dépit de textes que j'ai cités, assez peu des Juifs à l'époque. Il en a beaucoup plus parlé avant, lorsqu'il, déjà journaliste fasciste, il se revendiquait comme tel, il a plus parlé de l'antisémitisme, de son antisémitisme avant l'occupation que pendant l'occupation. Voilà, malgré tout, en tant que rédacteur en chef de Je suis partout, il a largement contribué à ce que d'autres écrivent sur les Juifs. Ah, c'est très clair, absolument. Mais ça a été moins son obsession sous l'occupation que la haine des gaullistes, des résistants et des communistes. Et au fond, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il fallait que l'accusation tente de trouver tout de même quelques actes. Simplement, les actes qui ont été retenus offraient des avantages, à mon point de vue, à la fois d'avoir une contradiction qui me semble argumentée et convaincante de la part de Brasiac sur les explications qu'il a données, et surtout ces actes-là ont été commis par d'autres aussi, et ceux-là n'ont pas été poursuivis. Autrement dit, on peut dire que la poursuite elle-même, fondamentalement, reposait uniquement sur des écrits et sur des articles, d'ailleurs qui composaient exclusivement le dossier d'instruction, de sorte que l'instruction elle-même a été évidemment très rapide, puisque Brasiac a dit « je reconnais être le rédacteur de ces textes, simplement je ne l'ai jamais fait pour de l'argent, j'ai toujours été de bonne foi ». C'est ça. Et alors, il y a quand même une question, aujourd'hui, c'est dans les mœurs, on dit la parole tue. Donc est-ce qu'à l'époque ce n'était pas vrai également? C'était tout à fait vrai, même si, bien sûr, il ne me semble pas qu'on ait pu trouver une relation directe, concrète, immédiate, mortifère, immédiatement, entre les articles de Brasiac et les tragédies réelles. Ah bon. Il disait quand même qu'il fallait mettre au poteau tous les communistes, gaullistes, etc. C'est sûr, c'est sûr. Alors ça, c'est quand même direct. Oui, mais je veux dire par là que nous n'avons pas la certitude que dans le lien qui doit être établi entre l'article de Brasiac, en dehors de cette frénésie générale qui souhaite la mort rapide, procès d'Orion et d'autres, il y a eu une influence, une incidence directe de cette volonté exprimée par écrit de Brasiac, une incidence directe sur les tragédies ou les morts, les exécutions qui ont été perpétrées et qui sont scandaleuses, si vous voulez. Bien sûr, de toute manière, il y avait un climat général que le style du journaliste qu'il était fasciste, revendiqué, hémiplégique, a favorisé, c'est très clair. Je ne dis pas un seul instant que parce qu'il n'y a pas eu de conséquences immédiates dans les tragédies historiques, que lui-même est justifiable dans la haine qu'il a développée par écrit. Pour prolonger votre question, bien sûr, c'est là où, évidemment, je suis amené à m'interroger, j'allais presque dire, sur la bêtise absolue ou la cruauté totale d'un homme par ailleurs extrêmement intelligent, mais qui n'a pas compris que ce qu'il pouvait à la rigueur être lorsque le joug nazi ne pesait pas sur la France, devenait intolérable, odieux,
lorsqu'il était là, si vous voulez. Et donc, il n'est pas compris, pour le moins, qu'il fallait mettre en suspens l'expression d'une passion politique. Il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris et bizarrement, enfin, on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est ce que j'appelle à un certain moment le patriotisme de la défaite. C'est-à-dire que c'est dur à comprendre pour aujourd'hui, mais il a toujours justifié son attitude par non seulement la légitimité de Vichy, mais par le patriotisme qui était le sien et qui souhaitait que même dans des circonstances absurde parfois, la France soit au premier plan, notamment lorsqu'on lui propose de devenir commissaire au cinéma, eh bien, parce que ce sont les nazis qu'il propose par l'entremise de Vichy, il dit je le refuse, il aurait fallu que ce soit Vichy qui me le propose directement. Et c'est un autre qui est nommé. Absolument, ça paraît extravagant, bien sûr, mais il y a là quelque chose qui montre que même dans le pire, il y avait chez lui une sorte de volonté de sauvegarder à tout prix, de manière même parfaitement ridicule, une prétendue autonomie de la France alors qu'elle était sous l'emprise nazie. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses passionnantes dans votre livre, mais on ne va pas tout dévoiler ici, mais j'aimerais quand même parler de deux choses. La première, c'est que donc, Brasillac a été condamné à mort. Et alors, vous rappelez un fait d'histoire que, pour ma part, j'ignorais, ou en tout cas, je pense que la période actuelle a pas mal déformé ça, c'est que l'épuration, finalement, a condamné à mort plus de 7000 personnes, alors que, vous dites, pendant Vichy, il y a eu 19 condamnations à mort. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est-à-dire qu'on a l'impression que Vichy a quand même condamné plus de gens que ça à mort. Alors, très franchement, vous avez noté la bibliographie que j'évoque à la fin de mon livre. Ouais. Je ne suis pas un historien, comprenez bien. En même temps, je n'ai pas la haine d'Alexandre Jardin, clairement. Je ne cherche pas par démagogie à tronquer une réalité. Je me suis appuyé sur notamment les livres que j'ai cités à la fin de mon ouvrage et il m'a été indiqué par quelqu'un qui connaît bien cette histoire-là qu'en effet, il y a eu moins de condamnations à mort sous Vichy, ce qui peut d'une certaine manière s'expliquer, si vous voulez, dans la mesure où Vichy pesait lourdement et où il y avait une forme de légalité formelle qui ne permettait pas trop de dissidence et que peut-être les condamnations à mort sont effectivement celles dont le nombre est cité dans le livre. Entendons-nous, je n'en tire pas des conclusions décisives. Cela montre tout de même qu'on s'est trouvé au moment de la libération dans une atmosphère nécessairement débridée, et le terme est faible, où l'état de droit naturellement était fortement ébréché avec le consentement de tous ceux qui avaient participé à la victoire, et où évidemment Brasillac s'est trouvé dans cette mêlée-là, et il a payé lourdement pour lui-même, et peut-être pour d'autres qui avaient eu la précaution de partir avant de revenir et d'obtenir sur leur affaire un autre regard beaucoup plus indulgent. C'est ça. Et alors, la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est que Brasillac était quelqu'un, comme vous dites, de fasciste politiquement, mais au niveau littéraire, beaucoup plus ouvert. Et dans sa bibliothèque, et dans la librairie qu'il tenait, rive gauche, il y avait énormément de livres, y compris des livres de résistants, des livres interdits par la censure nazie. Vous avez raison, et ça, c'est quelque chose de très frappant, c'est-à-dire de voir le clivage qui existait chez lui entre le critique littéraire et plus généralement le passionné de littérature et puis le journaliste fanatique. C'est-à-dire comme si la littérature était naturellement porteuse d'universel, comme s'il y avait une sorte d'univers paradisiaque en lui où la littérature trouvait grâce et permettait de pactiser avec toutes les intelligences, quelle que soit leur étiquette politique, alors que le journaliste fanatique choisissait une part de la réalité, occultait complètement l'autre et avait besoin d'une violence, d'une frénésie, d'une haine que le littéraire chez lui récusait totalement,
vous le savez, puisque les romans ont beaucoup vieilli. Par exemple, il est évident, en dehors peut-être du seul roman politique, Les Sept Couleurs, les autres sont tout de même une mièvrerie gracieuse. Alors qu'il y a d'autres ouvrages de Brasillac qui n'ont pas vieilli. Clairement, les biographies de Corneille, On peut ne pas aimer, ou d'autres, André Chénier, l'histoire du cinéma, et puis bien sûr les textes de souvenirs. Alors ça peut révulser, hein, même, mais ça n'a pas vieilli comme les romans, quoi. Alors, peut-être encore un point sur le livre, parce que finalement il m'a passionné. À un moment du livre, vous osez une comparaison avec Alain Badiou. Pas entre vous et Badiou, mais entre Brasillac et Badiou. Et en expliquant que nous sommes plus indulgents avec le communisme qu'avec le nazisme. Et ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur le fait que la France est un des derniers pays où il y a encore un parti communiste. C'est vrai, je ne méconnais pas le caractère un peu provocateur de l'irruption de Badiou dans ce petit livre, mais j'ai voulu dire qu'au fond, il y a peu aujourd'hui d'intellectuels qui sont susceptibles de créer une réprobation, une indignation générale. Même l'évolution d'un Badiou, à partir du recours aux médias qu'il cultive maintenant, et d'une manière que je trouve brillante, même si je n'adhère pas au point de vue de l'idéologue, je connais plus mal le philosophe, objectivement. Ça m'a frappé dans la mesure où, bien sûr, ces êtres-là, aujourd'hui, passent pour des dissidents, des provocateurs, mais je me servais, si mes souvenirs sont bons, de cette comparaison pour tenter de montrer que je crois que l'exécution de Brasillac, explicitement ou implicitement, est restée un peu dans la tête de l'univers collectif, en disant les idées, ça n'est pas innocent, ça n'est pas neutre, on peut être fusillé, et par conséquent, c'est peut-être ce qui explique une cause très lointaine, j'en ai conscience, la relative modération dans l'expression des opinions d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on se dit, mon Dieu, puisqu'on a fusillé Brasillac au nom des opinions qu'il a exprimées, il faut peut-être faire attention. Alors, pour le communisme, je veux être très direct, bien sûr, je lis des textes tout à fait intéressants qui, encore récemment, j'ai lu un livre de dialogue de Daniel Salnave qui dit « On a tenté de mettre sur le même plan le nazisme et le communisme, mais je récuse cette comparaison parce que, bien sûr, c'est la formule habituelle, et Marcel Gauchet aussi a bien voulu me le dire à une certaine époque dans une lettre, parce que le communisme est au moins porteur théoriquement d'une vision généreuse. » Alors, je l'admets volontiers, mais ce qui me frappe, c'est que à partir du moment où on constate que, en dépit de cette vision généreuse, on a toujours eu affaire au pire du communisme, je me demande pourquoi on ne s'est jamais interrogé sur la réalité de cette vision généreuse dont on continue à créditer favorablement le communisme. Je veux dire, est-ce qu'il aurait suffi au nazisme de dire qu'il était pour l'égalité démocratique des gens dans le monde pour que d'emblée on excuse les horreurs absolues qu'il a pu commettre? C'est cela qui me semble un petit peu facile, même d'autant plus que sur le plan quantitatif, mais je comprends bien que ça n'est pas un argument décisif. Le communisme, globalement entendu, a largement dépassé le nazisme. Et il existe encore. Bien sûr. Mais ça vient aussi du fait que le communisme ne nous a pas occupés, alors qu'il a occupé, le nazisme a occupé la France. Dans les pays de l'Est, voilà. Ils ont une autre vision du communisme. Vous avez tout à fait raison, et ça c'est central, ça dans l'attitude vis-à-vis de tous ces problèmes. Alors, profitons du fait de vous avoir avec nous, parce que vous êtes un des spécialistes de la liberté d'expression en France, pour vous poser quelques questions à ce sujet et à d'autres. Donc, déjà, pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé dans le sujet de la liberté d'expression qui nous passionne à Enquête et Débat? Vous êtes très aimable de me qualifier de spécialiste de la liberté d'expression. En réalité, de 84 à 89, j'ai été en charge avec d'autres, on était 4 dans cette section, de la presse et des libertés publiques. J'ai donc découvert le droit de la presse
Et j'ai été passionné par ce droit qui n'est pas du droit, à mon avis. J'allais dire une grossièreté, mais c'est une forme de byzantinisme intellectuel. On peut passer 1, 2 jours à l'audience pour examiner un article, voire même un paragraphe, et j'ai retrouvé le bonheur intellectuel de mes années d'Hippocagne et de Cagne. Alors ensuite, bien sûr, je ne suis pas devenu un spécialiste de la liberté d'expression, mais j'ai toujours été un passionné, un défenseur farouche de la liberté d'expression, probablement parce que mon tempérament ne me permet pas, je dirais, la langue de bois sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi il y a quelque temps et qui ne m'apparaît plus aussi scandaleuse qu'à une certaine époque. Je veux dire, j'ai compris qu'il y a dans la liberté d'expression presque un extrémisme obligatoire qui conduit bien sûr à formuler, à affirmer des positions très souvent provocatrices et violentes, outrancières, en tout cas minoritaires, qui ne sont pas forcément porteuses de vérité, mais qui précisément font que, par exemple, la classe politique classique, qui ait conscience de ce risque intellectuel, préfère cultiver une langue de bois qui lui évite de s'abandonner à de tels extrémismes. En quelque sorte, si la comparaison vous agrée, je dirais Marine Le Pen, elle, qui considère que la liberté d'expression doit être défendue mordicus parce qu'elle s'estime encore un peu pestiférée dans notre système démocratique, elle est prête à un extrémisme, et elle le développe, alors que notre classe politique classique, elle le refuse parce qu'elle sent bien, et elle refuse aussi une liberté d'expression pleine et entière parce qu'elle connaît ses risques. Très bien. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, menace le plus la liberté d'expression aujourd'hui en France ? C'est d'abord le fait qu'on ne considère pas que la liberté d'expression aurait pu être, dans une société disloquée, déchirée, je dirais démembrée en multiples clientélismes, un lien profond de nature républicaine. On aurait pu penser à un certain moment que dans un pays dont le destin collectif n'est plus évident, la liberté d'expression, le culte de celle-ci, la volonté de permettre la contradiction, d'écouter la pensée de l'autre, de préférer l'échange démocratique, l'affrontement des idées à la judiciarisation de la pensée, aurait pu être un lien. Ça n'a pas été le cas. Et puis, je trouve que fondamentalement, ce qui me paraît le plus choquant, c'est qu'on est passé, je dirais, d'une interrogation sur la vérité ou le mensonge de l'écrit ou de la parole à une interrogation sur sa décence ou non. La morale. La morale, c'est-à-dire au fond, il faut, avant d'avoir le droit de s'exprimer, il faut avoir montré qu'on était digne de participer au banquet qui est réservé à quelques-uns qui, eux, ont le droit de parler parce qu'une certaine caste les a autorisés à le faire. Et même quand ils ont le droit de parler, eh bien, je ne suis pas persuadé qu'on examine leurs propos à l'aune la seule valable, c'est-à-dire c'est vrai ou c'est faux, mais il n'avait pas le droit de le dire, c'est scandaleux ce qu'il a osé dire, et bien sûr, c'est indécent, la décence valant plus que l'aptitude à la vérité. Alors c'est une vision générale qui tolère des exceptions, mais il me semble que c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on se rengorge en permanence avec la jurisprudence européenne, on cite certains arrêts de la Cour européenne en disant c'est formidable, elle a dit cette chose que la liberté d'expression n'avait de sens qu'avec les pensées contraires aux nôtres, on rend hommage, une révérence absolue, mais on se garde bien de l'appliquer dans notre espace démocratique. Combien de gens se prétendent capables de liberté d'expression, mais la réservent au bénéfice de ceux qui pensent comme eux. Alors que, pardon Jean, je crois profondément, et ça n'est pas de la démagogie, je l'ai toujours pensé, que j'ai beaucoup de mal à tolérer
les croyances qui affrontent les miennes. Je vais dire, j'ai un vieux fond chrétien, je déteste qu'on moque les religions, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles ne s'abandonnent pas à des aspects mortifères ou à des rituels scandaleux, mais je suis très sensible à la croyance, je sais pas, c'est ce qui constitue un être dans son intimité. Je distingue la croyance de l'idée. L'idée, pour moi, sa définition pourrait être « c'est ce qui peut ou doit être contredit ». Une idée n'a de sens que si l'être qui la formule ou bien tente de l'examiner lui-même en la contredisant par un acte d'intelligence, ou plus globalement, une idée n'a de sens que si, dans un débat démocratique, on a le droit, le devoir de la contredire. Une idée sans possibilité de contradiction pleine et entière n'a pas de sens. Alors ça, c'est donc la théorie, et c'est très important. Maintenant, passons à la pratique avec 2 exemples concrets. Dans quelques jours, Éric Zemmour va être... on ne sait pas s'il va être condamné, en tout cas il est poursuivi par différentes associations antiracistes, ou prétendues antiracistes. Et puis par ailleurs, il a remporté le prix de la liberté d'expression que Enquête et Débat a lancé et auquel les internautes ont pu participer. Et quasiment à une majorité, il a remporté ce prix. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, puisque c'est dans quelques jours? Alors, plusieurs observations qui sont peut-être contradictoires en elles. D'abord, les associations, bien sûr. Je ne suis pas un fanatique de ce type d'intervention, parce qu'évidemment, ces associations doivent justifier leur existence sur le plan intellectuel et sur le plan judiciaire, et elles ont tendance tout naturellement à avoir des transgressions graves dans ce qui est généralement la manifestation, de mon point de vue, normale de la parole ou de l'écrit. Que ce soit parfois dur à supporter, que ce soit provocateur, j'entends bien, mais je considère que saisir systématiquement les tribunaux à chaque fois qu'il y a une pensée, une parole, un écrit qui sortent de l'ordinaire, ça n'est pas une attitude valable sur le plan démocratique. Je préfère, je l'ai dit tout à l'heure, l'affrontement des idées, la contradiction des pensées dans un vaste débat démocratique à la judiciarisation forcément de celle-ci. C'est le premier point. Le deuxième, je pense qu'en effet, à une certaine époque, Éric Zemmour a apporté, en dépit de ceux qui ne l'aiment pas, beaucoup à la liberté d'expression, surtout dans le journalisme politique dans lequel il se situait par rapport à la bienséance de beaucoup d'autres, et je dirais aux pensées aseptisées que les autres développaient. Il a représenté une formidable avancée, un grand progrès. Aujourd'hui, je serais plus réservé dans la mesure où je considère que il est peut-être tombé, mais peut-être s'en sort-il. Je ne le suis pas tous les jours non plus. Il était peut-être tombé à un certain moment dans ce que j'appelais le rôle du trublion institutionnel officiel. C'est-à-dire que lorsque la liberté d'expression de quelqu'un peut se deviner, peut s'anticiper, ça veut dire qu'elle est déjà sortie de la liberté d'expression telle que je la conçois. Quand elle est prévisible, ça n'est plus la liberté d'expression. Ou alors elle est sur un seul registre. C'est le contraire, ça devient un autre conformisme, si vous voulez. Je ne sais pas si moi-même, je suis capable de respecter cette qualité-là. Mais ça me paraissait important de montrer un peu une phase qui aurait pu être dangereuse pour Éric Zemmour, même si bien évidemment il tente de se dégager de ce qui peut apparaître essentiel et qui est risqué, c'est-à-dire de mettre plutôt en avant un goût de la provocation, une passion de la minorité, plutôt que de provoquer, de surprendre, parce que tout à coup on formule une vérité qui n'a jamais le droit d'être dite. Alors, deuxième exemple, c'est une pétition qui a été lancée il y a quelques mois par un historien qui s'appelle Paul-Éric Blanru sur l'abrogation de la loi Guesso et la libération de Vincent Renoir, qui est... alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Absolument. Donc, Vincent Renoir est un nazi, hein, donc
revendiqué en plus. Et il a commis une petite brochure où il remet en cause l'existence des chambres à gaz, qui est interdite par la dite loi Guesso. Donc est-ce que vous avez été sollicité par cette pétition? Parce que je ne crois pas que vous faites partie des signataires. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À l'époque, moi j'étais très défavorable à l'idée d'une loi qui est devenue la loi Guesso. Parce que je pense que imposer le silence au mensonge, c'est lui assurer l'impunité. Je veux dire par là que j'aurais préféré à la judiciarisation même de ses paroles et de ses écrits un affrontement démocratique à l'issue duquel, à chaque fois qu'il a existé, les fous ont perdu, ou les ignorants ou les malfaisants ont perdu. À chaque fois qu'il y a eu un véritable débat démocratique sur les problèmes liés à l'Holocauste, eh bien, c'est la démocratie, c'est la vérité qui l'ont emporté, et d'une manière tout à fait formidable, parce que en réalité, ces malades n'ont jamais pu alors se recouvrir du voile du martyr. C'est ça. Alors, maintenant, je n'ai plus à la discuter. La loi Guesso, elle est là. Elle est là et c'est rassurant pour tous ceux qui ont besoin de croire que la pensée honorable est sauvegardée parce qu'on a apposé le sceau législatif sur elle, ce qui me paraît une naïveté. C'est exactement le contraire. À cause de ce que je viens de dire sur le martyr, et surtout parce que on s'aperçoit que dans tous les phénomènes culturels de pensée, eh bien, apposer la chape de la loi, au contraire, donne la tentation de faire fuir de cette loi toutes les dissidences. C'est l'inverse. On croit étouffer, mais au contraire, on libère. J'ai été, pour ne rien vous cacher, il y a un être que je trouve très remarquable dans ce domaine-là, c'est Robert Ménard. Qui est signataire de la pétition. Je n'ai jamais rencontré un être chez qui la rectitude intellectuelle soit à ce point exemplaire que parfois j'ai besoin de lui dire « mais c'est remarquable, c'est admirable, mais vous allez vous engager dans des combats où vous allez en prendre plein la tête, quoi. » Et alors, à un moment donné, j'ai été sollicité. Et j'ai refusé pour une raison simple. C'est que, d'abord, je suis encore en activité. Et donc, je ne peux pas signer une pétition qui met officiellement en cause la loi Guesso, que bien sûr, dans ma pratique judiciaire, je n'ai pas à appliquer, mais elle appartient à notre corpus législatif. Deuxième élément, il est plus sérieux, c'est que ma liberté de blogueur, de citoyen qui s'espère éclairé, est beaucoup plus protégée par cette solitude qui ne signe pas une pétition, même sur un fond que je pourrais accepter, et donc je ne veux pas m'enfermer, si peu que ce soit, dans une adhésion plurielle qui risquerait de porter atteinte à mon autonomie de singulier. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne voudrais pas, écrivant des choses, si j'ai envie, moi, de me mettre en contradiction avec une pensée d'hier, parce que j'estime que ce qu'on m'offre aujourd'hui justifierait une contradiction, j'ai pas envie qu'on puisse m'opposer la signature d'une pétition, aussi estimable soit-elle. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que vous venez de commettre un livre sur Brasillac, et là c'est un nazi qui est emprisonné pour ses opinions, donc il y a un peu l'histoire bégaye, non? Bien sûr, alors évidemment il est très dur, je le comprends bien, pour des gens qui n'ont pas la liberté d'expression comme cap absolu, quoi. Il est très dur d'admettre qu'une pétition vienne soutenir la cause d'un type comme ça, qui a été condamné à 1 an d'emprisonnement. Mais en même temps, c'est tout à fait normal si on prétend en effet être sincèrement aux côtés de la liberté d'expression qui ne tolère pas de demi-mesure, à condition bien sûr, là c'est différent, parce qu'en réalité, cet être-là, je ne connais pas le détail de l'affaire, il est évidemment en pleine contradiction avec la loi Guesso. Alors la loi Guesso, je pouvais la discuter avant, aujourd'hui elle fait partie du corpus. Je ne m'imaginerais pas, si j'étais encore
en charge d'affaires de presse venir dire « je refuse d'appliquer la loi Guessot à cet homme-là », bon, on peut trouver qu'elle a gravement encaverné la liberté d'expression, même la plus dévoyée, mais elle est là, vous comprenez? Alors je pense que tout de même 1 an, c'est 1 an d'emprisonnement quand on pense parfois à la délinquance ordinaire, matérielle, directe, concrète, et que on a du mal à arracher parfois une petite peine d'emprisonnement et voire même parfois une peine avec sursis, et que là, on n'a pas une peine d'amende, on n'a pas une peine avec sursis, mais qu'on a 1 an d'emprisonnement, il faut tout de même raison garder. Je continue à penser, au risque de déplaire à beaucoup, que la pire des délinquances de presse n'a rien à voir, aussi odieuse soit-elle, avec ce que j'appellerais la matérialité de la délinquance ordinaire ou de la criminalité, c'est encore plus vrai. Mais d'autant plus, je crois qu'il y a une peine d'amende importante également, en plus de la peine d'emprisonnement. Voilà. Alors, en tant qu'avocat général, est-ce que vous considérez que la loi actuelle protège la liberté d'expression? Et en particulier, la loi de 1881, les lois mémorielles, la loi sur la diffamation? Alors, les lois mémorielles, j'ai comme d'autres dit à quel point... et j'ai vu avec plaisir, mais peut-être ne suis-je plus trop greffé sur l'actualité, je crois que le Parlement, à une certaine époque, avait émis des vœux, un vœu pour qu'on cesse ces lois mémorielles, et je crois que ça va être le cas. Ah oui. Parce que, il me semble, enfin j'espère... Il y avait un collectif d'historiens qui le souhaitait, sauf pour la loi Guessot. Voilà. Et Liberté pour l'Histoire, à laquelle association à laquelle j'appartiens, parce qu'il y a, de mon point de vue, beaucoup de grands esprits dedans, François Chandernagor, Pierre Nora notamment, et c'est sûr que je crois que les lois mémorielles, je ne sais plus d'ailleurs sur quoi on pourrait les appliquer aujourd'hui, puisque l'essentiel est fait, le mal est fait. Je considère qu'elles ne sont pas valables dans cette volonté d'interrompre le cours d'une réflexion, de poser une chape sur l'histoire et de prétendre établir une contrition, ce qui supposerait une vérité définitive sur ce que les historiens, peut-être, au fil des années, vont rendre beaucoup plus fluctuant, mais ça, c'est réglé. La loi de 81, il ne faut pas oublier que l'article 1er, c'est l'imprimerie et la librairie sont libres. Autrement dit, la loi de 81 a été édictée avec comme lumière préétablie une atmosphère de liberté. Et bien sûr, après, la loi de 81 énonce un certain nombre d'exceptions par rapport à ce principe de liberté. Ce sont notamment les délits de presse, injures, diffamation. Alors, c'est vrai que la loi de 81, il y a 2 choses. D'une part, elle a mis en œuvre un certain nombre d'embûches procédurales qui, la plupart du temps, je ne crois pas que ça ait changé, protègent le journaliste et le directeur de publication plutôt à cause de la procédure qu'à cause de l'offre de preuves ou de la bonne foi qui pourrait démontrer qu'il n'a commis aucune faute. À l'époque, entre 84 et 89, je n'avais jamais rencontré une offre de preuve de la vérité qui ait été admise. Depuis, ça a changé. On a vu des tribunaux reconnaître la validité d'une offre de preuve, mais je constate que la plupart du temps, les journalistes et les journaux s'en sortent à cause de l'extrême sophistication du droit de la presse qui protège, grâce à la procédure complexe, les journalistes et qu'on rencontre souvent des erreurs dans les assignations, tant mieux. Mais au fond, Prévost Paradol, grand essayiste du XIXe siècle, avait dit quelque chose de très profond. Il avait dit au fond, peu importe en quelque sorte la loi, ce qui compte c'est qui juge. Et ça me paraît très profond. À partir de la loi de 80, comme d'autres lois, si vous voulez, le fait que la loi de 81, en respectant bien sûr son esprit, elle peut servir de bouclier pour la liberté d'expression, de la même manière que si elle est utilisée de manière perverse, elle peut conduire
à la mise sous coupe réglée de la liberté d'expression. Ce qui compte, c'est de savoir, c'est d'avoir une magistrature qui est persuadée de l'importance capitale de la liberté d'expression et qui juge au regard de ce critère. Je veux dire par là que la plupart du temps, son rôle est évidemment d'arbitrer, de tenter de faire une synthèse entre des points de vue contradictoires. D'un côté, la liberté d'expression et de l'autre, le souci et la protection des tiers, voire des fonctionnaires publics, des ministres, de la société plus globalement. Mais je considère que lorsque l'arbitrage, la synthèse ne peuvent pas être faits, eh bien, de mon point de vue, si j'étais juge, je choisirais de privilégier la vertu objective de la liberté d'expression plutôt que le souci particulier d'un tiers, parce que je crois que le premier élément pèse plus en faveur de la démocratie que le second, qui a créé des détresses singulières, mais qui est moins capital pour la République. J'ajoute qu'il faut faire attention au fait qu'aujourd'hui, et c'est un des vices de notre réflexion sur la liberté d'expression, que ça n'est pas parce qu'on est victime de la liberté d'expression que celle-ci doit être entravée et imputée. À force de faire de la victime, du propos, de l'écrit ou de l'écriture, le critère exclusif de la mise en œuvre d'un processus judiciaire, on est en train de dénaturer radicalement la sauvegarde de ce très beau principe. Alors justement, ce très beau principe figure en tant que premier amendement de la Constitution américaine et ne connaît quasiment aucune limite, à part l'incitation au meurtre, je crois. Est-ce que, selon vous, c'est traduisible dans le droit français à l'avenir? Est-ce que c'est souhaitable? Je crois, moi je dirais, je crois que c'est souhaitable, mais ça n'arrivera jamais. Ah bon? Jamais. Je crois qu'on est sur une pente où il y aura quelques défenseurs enthousiastes de la liberté d'expression, il y en aura peut-être davantage demain qu'aujourd'hui, mais on ne va jamais contredire cette pente qui tout de même, vous le disiez tout à l'heure, porte sur la liberté d'expression pour qu'elle soit acceptée un regard conventionnel et éthique. Autrement dit, il faut qu'à tout instant, le totalitarisme du bien agrée la pensée qu'on exprime, et je crois qu'on ne reviendra pas sur cette tendance, même si un certain nombre, dont je suis, considèrent qu'elle est trop dangereuse. Alors, le système américain est tout à fait extraordinaire. Quand on voit à quel point, rappelez-vous, des gens qui par ailleurs sont de gauche, voire d'extrême gauche, qui soutiennent des thèses par rapport au génocide en disant on a le droit de dire ce qu'on veut et la liberté d'expression doit être totale. Alors c'est quelque chose qui doit nous apparaître tellement libre, tellement illimité dans l'autonomie, dans le droit absolu de celui qui pense que en France, ça doit apparaître comme une aberration de plus imputée aux États-Unis. Oui, puis on parlait de Brasillac, ils ont un parti nazi là-bas qui défile ouvertement. Absolument. Bon. Mais je le cite, penser que lorsque, en pleine guerre, l'Angleterre a libéré Oswald Mosley, le fasciste, en pleine guerre. Alors, bon, ça paraît tellement extraordinaire sur le plan des valeurs que pour beaucoup en France, ça apparaît comme un contresens absolu. Mais est-ce que ce ne sont pas eux qui ont raison, je dirais, en poussant jusqu'à ces extrêmes limites un principe qu'on accepte de révérer théoriquement, mais on se garde bien d'épouser toutes les incarnations lorsqu'elles sont nécessaires. Et vous parlez de l'Angleterre, Marx a pu publier son manifeste du Parti communiste en Angleterre, parce qu'il était censuré en plus. Bien sûr. Alors, vous avez fait un livre avec Bruno Gassio, un livre d'échange sur la liberté d'expression.
C'était il y a quelques années, et depuis, il a fait un livre sur la liberté d'expression avec Dieudonné. Et alors, vous avez déclaré, je ne sais plus trop où, que vous aviez été un peu déçu par Gassio. Est-ce que c'est du fait de ce livre ou pas? Non, pas du tout. Je ne doute pas un seul instant de votre mention, mais au contraire, je veux dire que j'ai eu un échange très difficile pour ce livre avec Gassio, qui est un type qui est bourré de talent, mais pas dans mon registre, objectivement. Moi, je ne suis pas doué pour... Ça s'appelait Le Guignol et le Magistrat. Voilà. Et ça a été un échange, un véritable dialogue dur, vigoureux, parfois tempétueux, parce qu'évidemment, tout ce à quoi je tiens, la croyance, tous ces liens impalpables, invisibles, lui, il les met en pièces avec une alacrité, une vigueur sans pareil, mais il n'empêche que, à la réflexion, après, j'ai trouvé que ce dialogue avait du sens, précisément parce qu'il m'a mis en rapport avec quelqu'un dont, théoriquement, je suis très éloigné. Et puis, j'ai vu en effet qu'il a accepté de remplacer à l'esprit levé, si j'ose dire, Guy Bedos, qui s'était désisté parce qu'il avait eu peur de ce dialogue avec Dieudonné, alors qu'il s'était engagé. Hein. Et j'ai suggéré à l'époque à Robert Ménard de tenter sa chance auprès de Bruno Gassio. Et il a accepté parce que c'est un homme courageux et sincère. Et j'ai trouvé qu'au contraire, dans ce livre, ses réponses, ses contradictions, ses interventions avaient pris une densité, une maturité considérable par rapport à beaucoup de celles qu'il m'avait proposées dans le livre chez Flammarion. Donc j'ai trouvé une amplification de son intelligence, de l'approfondissement de ce qu'il faisait, et peut-être est-ce précisément le fait qu'il avait abandonné la formidable et souvent brillante dérision des Guignols pour une capacité d'appréhender la réalité, les concepts, avec un mode moins de plaisanterie que de véritable réflexion. Très bien. Alors, deux dernières questions. Renaud Camus, donc l'écrivain que vous connaissez bien, j'imagine, a déclaré, une déclaration assez fracassante, me semble-t-il, a déclaré que les médias sont les principaux ennemis de la liberté d'expression. Aujourd'hui, eux qui en étaient les garants hier. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, Renaud Camus, pour être franc, je n'ai rien lu de lui. J'ai connu les polémiques qui l'ont entouré. J'ai beaucoup aimé l'interview dans Média. En revanche, j'ai trouvé très mauvaise l'interview qu'il a donnée, je crois que c'était dans le Nouvel Obs, à propos de son programme politique. J'ai trouvé ça affligeant. Mais l'idée que les médias sont les principaux obstacles à la liberté d'expression, je la crois très enrichissante. Elle rejoint au fond un petit peu ce que disait Raymond Aron, qui disait le grand obstacle au pluralisme de la presse, ce sont les journaux en quelque sorte. C'est-à-dire que les médias, alors je ne veux pas abuser du terme pensée unique, mais je crois que quelle que soit leur tonalité politique, il y a tout de même une sorte de corpus homogène qui fait qu'ils n'aiment pas introduire le ver dans le fruit, je dirais les pensées étranges, iconoclastes, provocatrices, qui viennent en permanence montrer le conformisme de la leur. Ouais. Et je crois que c'est pas faux. J'ajoute, parce que ça me tient à cœur, j'aimerais bien, si c'est possible, que ce soit repris, je suis de plus en plus exaspéré par le fait que la presse écrite, je dirais les libres opinions institutionnelles, je pense à Luc Ferry hier, qui dit il ne faut pas s'indigner, ces gens-là, sans surestimer l'importance des blogs. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui écrivent dans la presse écrite, qui 2 à 3 jours après l'écriture de certains billets viennent piller les blogs et évidemment n'ont pas à les citer, alors que les blogs, par honnêteté, en tout cas c'est ce que je fais, sont obligés de citer les sources écrites à partir desquelles ils ont une réflexion libre. Ça commence sérieusement à m'énerver. Alors,
encore une fois, je ne veux pas prétendre que l'ensemble de ces gens se focalisent sur tous les blogs, sur le mien en particulier. Je trouve tout de même un grand nombre de similitudes 2 à 3 jours après, voire même dans les titres, et on ne me fera pas croire qu'ils n'ont pas été voir sur Internet certains blogs. Je trouve ça à la limite malhonnête. Voilà. Très bien. Alors, dernière question, il y a plusieurs éléments dans l'actualité récente qui ont mis en exergue une loi que pour ma part je trouve assez difficile à comprendre, qui consiste à dire quand une parole est condamnée en diffamation ou autre, et que quelqu'un d'autre la reprend, cette autre personne va être condamnée également. C'est-à-dire, même si elle n'a pas conscience ou connaissance que cette parole avait été condamnée en première instance. Nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que nul n'est pas aussi censé ignorer toutes les décisions de justice? Ça paraît un peu énorme. Il faut distinguer, vous savez que dans la loi sur la presse, et c'est d'une des particularités au détriment du journaliste, en matière de diffamation, il y a une présomption de mauvaise foi. Autrement dit, c'est au journaliste de démontrer sa bonne foi à chaque fois qu'on lui reproche une diffamation. Alors, ou bien il fait la preuve de la vérité, et ça, malheureusement, il y a trop peu de journalistes qui sont capables de la faire, parce qu'ils ne comprennent pas qu'au moment où ils écrivent, ils doivent être capables de démontrer la vérité de ce qu'ils écrivent par des témoins et des documents. Et puis, vous avez le cas spécial de la situation que vous évoquez, où je trouve qu'il est normal, là, de retenir la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'en effet, quelqu'un qui reprend une allégation qui a déjà été condamnée comme diffamatoire est évidemment de mauvaise foi. Alors vous posez le problème de la connaissance qu'il doit avoir, je dirais tout de même, que dans le domaine qu'on évoque ensemble, et une personne qui reprendrait une allégation, je crois qu'on est tout de même dans un milieu relativement homogène où on peut savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai, en tout cas, même si... Alors, je n'ai jamais connu un cas où la personne qui reprend une allégation condamnée comme diffamatoire aurait pu soutenir, eh bien, je n'ai jamais été au courant. On aurait pu, par exemple, imaginer la situation de quelqu'un qui, à l'étranger, ne disposant pas d'Internet, revenant en France, formule une allégation qui a été condamnée comme diffamatoire et qui démontrerait qu'il n'a jamais pu le savoir. Je serais curieux de connaître la décision d'un tribunal, parce qu'il faut tout de même qu'il ait eu la connaissance, en effet, de l'allégation diffamatoire condamnée comme telle. Il ne suffit pas que mécaniquement il la reprenne. Je serais curieux de connaître, mais dans l'ensemble, cette particularité-là ne me paraît pas scandaleuse, dans la mesure où c'est le seul point où on peut en effet dire que reprendre en connaissance de cause une allégation condamnée comme diffamatoire vous constitue évidemment de mauvaise foi. Oui, mais ça veut dire concrètement qu'il faut connaître toutes les décisions de justice qui sont rendues. Oui, il y en a, oui. Concrètement. Oui, c'est sûr. Mais et bon. alors ça veut dire qu'il faut, avant d'écrire quelque chose, qu'on a vu peut-être ailleurs, même sous la plume de quelqu'un de très connu ou de très respecté dans son domaine, mais bon, ça arrive il faut faire attention d'être condamné. Bien sûr, il faut faire attention. Est-ce qu'entre faire attention et la censure, il y a pas... N'oubliez pas que c'est tout de même... c'est l'univers du journalisme, hein. C'est des intellectuels, de ceux qui publient, qui sont connus. Je crois tout de même qu'il y a un réseau d'informations qui fonctionne suffisamment bien pour que l'obstacle que vous évoquiez soit infinitésimal. Mais je peux comprendre votre opinion. Blogueur maintenant. Voilà. Moi, je connais un cas dont je ne parlerai pas ici, mais qui est un blogueur et qui est poursuivi pour ça.
Ah oui, non mais c'est sûr, mais il faut faire très attention pour les blogs. Hein. Moi, j'en sais quelque chose, j'essaye de publier à outrance tous les commentaires, même surtout ceux qui me traînent dans la boue, mais je fais très attention, c'est-à-dire lorsqu'on traite Sarkozy de nabot, j'enlève nabot, vous voyez, pour prendre des exemples. J'élimine tous les grossièretés absolues, je fais très attention, même si je publie vraiment... 99% des cas, sans aucun problème. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci.